Nous voilà donc dans cette première vidéo de révision de l'année, qui portera donc sur un chapitre de troisième que normalement tout le monde commence par faire. C'est la localisation et l'organisation de l'information génétique. Alors c'est pas un chapitre très compliqué, mais par contre c'est un chapitre où il y a énormément de vocabulaire à voir, et puis un petit peu de méthode quand même. On va tout d'abord commencer par comment savoir si un caractère est héréditaire. Généralement, on commence toujours par ça, puisqu'on va voir que ce qu'on essaye de voir, c'est justement où est localisée cette information héréditaire, ou ce qu'on appelle aussi l'information génétique. Pour savoir si un caractère est héréditaire, il faut déjà repartir de la définition d'un caractère héréditaire. Un caractère héréditaire, c'est un caractère qui se transmet de génération en génération dans une famille, entre les parents et les enfants. Pour ça, généralement, on fait toujours l'étude d'arbres généalogiques. Alors, faut repartir un petit peu du principe d'un arbre généalogique. Généralement, tout en haut, nous avons donc là, on va dire la génération des grands-parents, ici des parents, et ensuite des enfants. Les femmes sont représentées par des ronds, les hommes par des carrés, et vous voyez qu'ici, il y a un symbole un peu particulier, c'est quand on ne connaît pas encore le sexe d'un futur enfant. Dans ces cas-là, on le symbolise par un losange avec un point d'interrogation. Pour les liens de parenté, c'est pas très compliqué. Un trait horizontal, c'est généralement un couple. Un trait vertical, c'est une descendance. Ici, par exemple, nous avons la fille de ces deux parents ici. Et ensuite, quand on a cette forme particulière, là un peu comme une fourchette, ce sont les fratries. Donc ici, on a une sœur, un frère et un enfant à naître, dont on ne sait pas encore le sexe. Pour savoir si le caractère est héréditaire, il va falloir donc étudier l'arbre généalogique. Pour ça, déjà, première chose, on va regarder le nombre de générations au sein de cette famille. Ici, on voit qu'on a 3 générations qui se succèdent. D'accord? Généralement, elles sont représentées par une ligne de personnes, donc c'est assez simple à repérer. Ensuite, toujours, il va falloir regarder qui possède finalement ce caractère héréditaire. Alors, le caractère héréditaire, ça peut être tout et n'importe quoi. La couleur des yeux, la couleur des cheveux, ça peut être plein de caractères visibles. Et on va regarder au sein de la famille si ce caractère, il est présent et sur qui il est présent, bien sûr. Ici, on voit qu'il est présent sur 3 individus. Ici, ici et ici. Et ça va avoir une importance justement pour déterminer si le caractère, il est héréditaire ou pas. Maintenant qu'on a vu qui portait le caractère, eh bien, il va falloir regarder si le caractère il est présent au moins une fois par génération, et dans ces cas-là, le caractère sera héréditaire. S'il n'est pas présent sur une génération complète, dans ces cas-là, on dit qu'il n'est pas héréditaire. Alors là, vous avez un arbre généalogique qui est relativement petit. Normalement, on étudie ça sur des arbres beaucoup plus étendus. Mais là, pour des soucis de simplification, on a pris un arbre très simple. Si on regarde, notre caractère, il est présent sur la première génération, sur la deuxième et sur la troisième. Donc, techniquement, on peut dire que ce caractère-là est héréditaire. Alors, parfois, il est possible que vous ayez un caractère qui n'apparaisse pas chez vos parents. En soi, c'est pas parce que c'est pas vos parents, mais c'est surtout que parfois, la combinaison un petit peu des informations génétiques de vos parents, ça va vous donner une composition unique qui va faire que vous allez posséder un caractère, alors que chez vos parents, par exemple, ce caractère, il ne s'exprime pas. Ensuite, où est justement localisée l'information héréditaire? Alors moi en classe, on avait étudié des transferts de morceaux de cellules œufs de veau pour voir justement où était située cette information héréditaire. Je vais reprendre le même principe mais cette fois-ci avec des souris. Si on prend par exemple un couple de souris marron, qu'on les fait se reproduire, on va obtenir des cellules œufs qui normalement donneront des souris marrons. Si on prend la même chose avec des souris blanches, la cellule œuf devrait donner normalement des souris blanches. Mais maintenant, si on fait un mix des deux, c'est-à-dire qu'on prend le noyau de la cellule œuf qui normalement devrait donner une souris blanche, et le cytoplasme et la membrane de la cellule œuf qui donne normalement des souris marrons, bien dans ces cas-là, si on regarde le résultat, on va obtenir une souris blanche. Ce qui veut dire que c'est le noyau de la cellule œuf qui a donné l'information de la couleur du pelage, donc ça veut dire que c'est le noyau qui contient l'information héréditaire, l'information génétique. C'est-à-dire que nos informations, elles sont stockées à l'intérieur du noyau de nos cellules et de toutes nos cellules.
Maintenant, comment est organisée cette information héréditaire? Alors, dans l'organisme, elle ne s'arrête pas uniquement au noyau. On va voir qu'à l'intérieur du noyau, elle est organisée d'une certaine façon. Alors, on va reprendre le principe d'une cellule très schématique, avec donc un noyau, une membrane plasmique et un cytoplasme. Et puis, on va aller s'intéresser justement à ce qu'il y a à l'intérieur du noyau, puisqu'on sait que c'est dans le noyau qu'il y a l'information héréditaire. Alors, dans le noyau, si on regardait par exemple les cellules humaines, on verrait pas grand-chose, tout simplement parce que ce qu'on essaye de voir, nous, à l'intérieur du noyau, c'est pas hyper visible chez l'être humain. En classe, moi par exemple, on a fait les vers de vase, et on sait que dans les glandes salivaires des vers de vase, on a des structures particulières qui s'appellent donc les chromosomes et qui sont relativement bien visibles à l'intérieur des glandes salivaires de chironome. Chez nous, on a quand même des chromosomes qui sont présents à l'intérieur du noyau. On pourrait les voir, mais qu'à certaines conditions, qu'à certains moments de la vie de la cellule, parce qu'ils ne sont pas visibles tout le temps. Mais effectivement, ces chromosomes sont bien présents à l'intérieur de nos cellules. Alors, chromosome, ça vient du mot chromo qui veut dire couleur, et zome corps. Voilà, c'est un mot pour désigner une sorte de structure colorée à l'intérieur du noyau des cellules. On peut très bien les ranger, ces chromosomes. On va les ranger par ordre croissant, enfin décroissant plutôt, du plus grand au plus petit, et on va numéroter par paire ces chromosomes. Ce qui fait que chez l'être humain, on a 46 chromosomes regroupés en 23 paires, numérotés généralement de 1 à 23, même si sur la 23e paire, on a tendance à ne pas les numéroter et plutôt à mettre deux lettres particulières. Justement, sur cette 23e paire, on a deux particularités. Si sur cette 23e paire, vous avez un chromosome X et un chromosome Y, alors dans ces cas-là, ça va être un garçon. D'accord? Chez tous les hommes, on a cette particularité d'avoir un chromosome X et un chromosome Y s'il n'y a pas, bien sûr, d'anomalie génétique ou chromosomique. On peut effectivement voir aussi XX au niveau de ces chromosomes, et dans ces cas-là, ça symbolisera le sexe féminin. C'est pour ça qu'on appelle cette paire de chromosomes sexuels. C'est elle qui détermine, au moment de votre conception, le sexe que vous avez à avoir, le sexe génétique. D'accord? XY garçon, XX fille. Quelques petites informations en plus. Si on regarde les chromosomes dans le règne animal, on voit que l'espèce animale qui possède le moins de chromosomes, c'est une fourmi australienne qui s'appelle Myrmecia pilosula, et c'est elle qui présente le plus petit nombre de chromosomes dans le monde animal, puisqu'il y a des espèces, notamment des bactéries, qui possèdent elles aussi un seul chromosome. Mais chez les espèces animales, c'est assez rare pour qu'on puisse l'expliquer, pour qu'on puisse vous le montrer. Alors là, un seul chromosome chez le mâle, mais alors chez la femelle, qu'est-ce qui se passe? En fait, la femelle, chez cette fourmi-là, elle a deux chromosomes. D'accord? C'est ce qui va les différencier entre les mâles et les femelles. Le mâle va avoir un seul chromosome et la femelle deux. Et au niveau de l'espèce qui possède le plus grand nombre de caractères, c'est une fougère qui s'appelle Ophioglossum reticulatum, et elle possède 1260 chromosomes. C'est l'espèce actuelle recensée avec le plus de chromosomes. Et alors, qu'est-ce qu'il en est de nous? Nous, on sait qu'on a donc 46 chromosomes regroupés en 23 paires, mais est-ce qu'on est les seuls? Eh bien non, il y a plein d'autres espèces qui ont 46 chromosomes. On a l'antilope nigo, le frêne du midi, le poisson castor, l'olivier, l'éponge d'eau douce, on a le moudjak de Reeves, on a ensuite le margouillat qui est une espèce de gecko, la petite pyrrole, le troène à feuilles ovales, ensuite une espèce de serpent qui s'appelle l'Oxyropus petolarius, ainsi qu'une espèce de chauve-souris qui s'appelle Tylonicteris robustula. Alors je vous rassure, j'ai pas appris les noms par cœur, j'ai une anti-sèche sous les yeux, parce que honnêtement j'aurais été incapable de me souvenir de tous les noms scientifiques et latins de ces espèces. Mais ça prouve bien qu'en fait, c'est pas le nombre de chromosomes qui fait notre identité,
c'est les informations qu'ils contiennent. Parce qu'on voit que même avec 46 chromosomes, on n'est pas forcément un être humain, il y a plein d'autres espèces, sauf que leurs chromosomes ne possèdent pas les mêmes informations héréditaires, les mêmes informations génétiques. Revenons à nos 46 chromosomes de l'espèce humaine. Si on veut voir comment elle est organisée, et ça on l'a montré au niveau de différents travaux pratiques que j'ai menés en classe, à la fois en regardant les chromosomes sur le verre de vase, aussi en analysant les karyotypes de plusieurs espèces, on a fait aussi une extraction d'ADN, tout ça pour essayer de voir quel est le lien entre ces différentes choses et en fait faire une sorte de zoom sur ces structures. Si on zoome par exemple sur la paire de chromosomes numéro 1, si on zoomait sur cette paire de chromosomes numéro 1, alors c'est plutôt à l'échelle moléculaire, c'est pas au microscope. Alors c'est vraiment un peu schématique ce que je vais vous présenter, mais le but c'est essayer de vous faire comprendre comment est structurée notre information. Si on regarde un morceau de ce chromosome, on verrait une structure particulière. Un long filament entouré autour de protéines. Ce long filament, c'est ce qu'on appelle l'ADN. D'accord? C'est ce qu'on a extrait en classe, cette sorte de pelote, ce qu'on appelle une méduse d'ADN, et qui est très visible. Cet ADN, c'est vraiment lui qui contient nos informations. Cet ADN, pour donner les chromosomes, pour qu'ils deviennent visibles, qu'ils s'entortillent, qu'ils deviennent plus épais, cet ADN il va s'entortiller autour de protéines qu'on appelle les histones. Ces histones, en fait, elles vont jouer le rôle, en fait, l'ADN va s'entortiller autour en formant une petite pelote, ce qui va faire que l'ADN va devenir, entre guillemets, visible sous forme donc de ce qu'on appelle les chromosomes. Mais c'est aussi pour ça qu'il n'est pas tout le temps visible, parce que cet ADN, il n'est pas toujours condensé, il n'est pas toujours replié. Quand il est relâché, dans ces cas-là, dans le noyau, on ne le distingue pas. Si ensuite on zoome sur l'ADN, on va reconnaître la structure que vous connaissez tous, cette fameuse structure en double hélice. Et si on s'intéressait un petit peu, mais c'est hors programme de troisième, nous on va s'arrêter à ce qui est essentiel à savoir en troisième. Si on étudie plus précisément ce qu'il y a dans l'ADN, en fait l'ADN c'est une sorte de phrase composée uniquement de 4 lettres, A, T, C et G. Et en fait c'est l'enchaînement de ces lettres qui va donner une information. Et cette information elle n'est pas la même chez tout le monde. Sauf effectivement si vous avez un vrai jumeau, dans ce cas-là vous avez la même information génétique. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est ça, c'est comment sont structurées plutôt ces informations à l'intérieur de l'organisme. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que nos informations héréditaires, elles sont stockées à l'intérieur de notre noyau. À l'intérieur du noyau, comment elles sont stockées sous forme de chromosomes, d'accord, ces petits bâtons qu'on a pu observer. Chez l'espèce humaine, donc 46 regroupés en 23 paires, avec une dernière paire qui est particulière, qui va déterminer le sexe de l'individu. Et ces chromosomes, ils sont composés donc d'ADN. Alors, pour le petit jeu, l'ADN, c'est donc l'acide désoxyribonucléique. Mais pour ça, je pense que vous pourrez encore attendre la seconde pour l'apprendre par cœur. Nous, on s'arrêtera là pour les révisions de troisième. Je vous souhaite bon courage pour vos révisions, et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo.